Bonjour à Parfait. toutes et à tous. Donc, Valérie François, chargée d'études et développement à la GFIP, en charge plus particulièrement du maintien en emploi sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier webinaire d'un cycle de 4 consacré au handicap et aux problématiques de santé au travail. Nous vous remercions pour votre forte implication puisque vous êtes 197 participants, 198 pour l'instant, ce qui tente à prouver que le sujet que nous allons aborder vous intéresse. Nous allons nous efforcer tout au long de ce webinaire de vous éclairer sur votre rôle lorsque l'un de vos salariés se retrouve en arrêt de travail, sur les acteurs également qui peuvent vous accompagner tout au long de ce processus. Et puis aussi, on va vous donner à voir les outils qui peuvent être utilisés pendant cette période d'arrêt de travail. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Pierre Jolidon pour les aspects techniques. Pour ma part, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Valérie. Donc, effectivement, quelques petites informations de l'ordre technique pour débuter. Donc, vous l'avez vu, on est en format webinaire ce matin, ce qui signifie en fait très concrètement que vous n'avez pas la possibilité d'afficher votre caméra ni d'activer votre micro. Et vous n'avez en fait la possibilité d'interagir avec les différents conférenciers qu'au travers du chat ou de l'onglet questions-réponses. Donc, on vous invite évidemment à poser vos questions via l'onglet dédié, donc qui s'appelle Q et R, que vous retrouverez soit en bas de votre écran, soit en haut en fonction de votre configuration. Et on essaiera de prendre les questions à l'issue de chacune des interventions de nos intervenants. Je vois déjà quelques questions qui sont posées, donc j'en profite pour y répondre. Donc effectivement, oui, le webinaire est actuellement enregistré et donc il sera mis à votre disposition dans les prochaines heures si vous souhaitez accéder au replay. On a notamment un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu être présentes ce matin, mais qui sont tout de même inscrites et donc qui nous ont déjà demandé effectivement de réaliser cet enregistrement. Donc ce sera chose faite. Et puis également d'autres questions portant sur la mise à disposition des supports. Donc, on vous confirme également que les supports seront mis à votre disposition et vous pourrez les télécharger librement. Donc, voilà pour les premiers éléments techniques. Je vous propose de laisser la parole à Stéphanie Bovin de l'adresse. Est-ce que Stéphanie est déjà arrivée? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, je vais du coup prendre la parole à la place de Stéphanie, que je ne vois pas effectivement encore dans les panélistes. Donc, elle a peut-être eu une Ici, difficulté. elle dit qu'elle est là, Pierre. Elle dit qu'elle est là. D'accord. Eh bien, super. Écoutez, Stéphanie, je vous laisse la main. Du coup, je vous laisse activer votre micro. Alors, Alors, Stéphanie, est-ce que vous êtes parmi nous? Alors, je vous active. Voilà, je pense que… Alors, on s'excuse pour ce petit… Voilà. Allez-y, Stéphanie, on vous laisse la parole. Oui, on vous entend très bien. Ah, ok, super. Oui, donc effectivement, donc l'objectif, c'est surtout d'anticiper et d'accompagner la reprise dès l'arrêt de travail. Donc, c'est un réel enjeu clé du maintien dans l'emploi. On vous écoute, Stéphanie. Donc, cet enjeu, c'est une priorité de la politique du travail. Alors, cette priorité a tout d'abord été partagée par les partenaires sociaux, notamment à travers un accord national interprofessionnel sur la santé au travail, donc, qui a été conclu le 9 décembre dernier, et aussi à travers, aussi dans les discussions au Parlement sur la réforme de la santé au travail. Donc, cet enjeu est aussi inscrit au niveau national, notamment dans les discussions qui ont été conduites avec les partenaires sociaux au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail et dans la perspective du prochain plan de santé au travail, mais aussi dans les cadres de contractualisation des services de l'État avec les services de santé au travail qui sont définis par la Direction générale du travail.
Donc, ensuite, cette priorité, elle s'incarne également concrètement, dans la région, notamment, dans un partenariat régional avec tous les acteurs. Donc à savoir, la charte en faveur du maintien dans l'emploi qui a été signée en 2015, mais aussi l'engagement régional en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Ensuite, elle est aussi présente dans le plan régional de santé au travail, avec un suivi au sein, du conseil régional d'orientation des conditions de travail, mais aussi dans un groupe de travail dédié dans le cadre, du plan régional santé au travail. Dans la politique régionale d'agrément des services de santé au travail et dans la contractualisation entre l'État et ses services, mais aussi dans le soutien à des actions et des initiatives territoriales. Donc la finalité, de cette action, c'est vraiment de prévenir la désinsertion professionnelle et de sécuriser les parcours. Donc au niveau des moyens, l'objectif, c'est vraiment d'agir le plus tôt et le plus en amont possible, mais aussi d'organiser la coordination et la complémentarité de l'ensemble des acteurs, de renforcer la qualité du dialogue social autour des questions de prévention des risques professionnels et de maintien dans l'emploi dans les entreprises avec les représentants du personnel et les salariés. Le pilotage régional est assuré au sein du comité régional pour l'orientation des conditions de travail. Donc il s'agit, au niveau des orientations pour l'action, donc notamment, d'améliorer la connaissance, des situations, donc à travers le développement d'un dispositif d'observation de l'emploi des travailleurs handicapés et du maintien dans l'emploi. Donc comme vous le voyez, il y a un lien, donc il s'agit d'Handiplace, mais il y a aussi une conduite d'études sur les pratiques de dialogue social, de négociation collective et de gestion des ressources humaines dans les entreprises. Donc, il s'agit aussi de confier un rôle central, aux services de santé au travail, donc notamment au travers des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc les CPOM. Donc il s'agit, de créer dans chaque service de santé une cellule dédiée en charge d'actions de sensibilisation, d'identification des situations individuelles, de formuler des propositions en lien avec employeurs et salariés d'un plan de retour au travail ou encore la promotion de la visite de pré-reprise, et également la visite médicale de mi-carrière. Donc, il s'agit, aussi d'organiser la complémentarité de l'action des acteurs. Donc c'est un soutien des actions en organisant notamment des liens entre professionnels, de santé. Donc ça peut être les médecins du travail, les médecins conseils, les médecins de ville. C'est aussi, une mise en visibilité des offres de services des différents acteurs et l'organisation de leur complémentarité autour de leurs valeurs ajoutées respectives. Donc, il s'agit également, de développer des outils communs. Ça va permettre une aide à l'information ou l'orientation des entreprises ou des salariés, des protocoles de liaison entre professionnels de santé, le porter à connaissance des expériences et des bonnes pratiques. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces éléments. J'ai une petite question qui vous est posée dans le chat. Est-ce que vous savez quand le CEPOM sera mis en place dans les centres de santé? Si on n'a pas la réponse, on pourra la rapporter évidemment à l'issue du webinaire, hein. Alors effectivement, enfin quand vous dites, centre de santé, c'est les services de santé du coup? Je pense qu'on parle des centres de santé à proprement parler. Si la personne, OK. effectivement, peut nous apporter quelques précisions. Bon, bah, écoutez, là, j'ai pas la réponse. Ah, oui, les services de Les santé, services de d'accord. santé, ouais. Alors, du coup, les CPOM, ils sont, effectifs là sur, toute l'année à venir. Donc, c'est toute l'année en cours. Et ensuite, on verra en fonction de la réforme de santé, si on les prolonge, ou on en remet en place. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Stéphanie, Merci à vous. pour vos réponses. Alors, on vous propose de continuer sur ce webinaire en vous donnant quelques éléments en fait, d'information sur les actions qui peuvent être réalisées par les entreprises à destination des salariés qui rencontrent des problématiques de santé et qui peuvent être en arrêt long. Et pour ce faire, on donne la parole à Caroline Guénaud du MEDEF qui va tenter de nous éclairer sur la question suivante. En tant qu'employeur, que puis-je faire pour accompagner mes salariés en arrêt de travail? Qu'ai-je le droit de faire? Caroline, je vous laisse la parole.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Donc, je suis Caroline Guénaud, donc je suis chargée de mission handicap sur le territoire de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, en fait, je représente la mission qui est portée par le MEDEF au niveau régional, bien sûr. La coordinatrice, qui est Ophélie Casimiri, pardon, n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc c'est moi qui prends le relais. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu, de vous donner des clés via un outil que le MEDEF a porté, un outil qu'on a développé dans le cadre de cette politique régionale concertée de maintien dans l'emploi. Nous avons répondu présent, voilà, pour développer cet outil avec un ensemble. C'était une collaboration, je vais vous en parler un petit peu plus dans les prochaines diapos. L'idée, c'est d'aider les entreprises, principalement, justement, à maintenir un lien pendant un arrêt de travail long, et surtout de mieux anticiper, bien sûr, les conditions de retour du salarié lorsqu'il reprendra son poste. Donc, on est vraiment dans un appui, un soutien auprès des entreprises. Du coup, on a créé un guide qui est vraiment un outil, voilà, pour les employeurs. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec la prochaine diapo. Alors, d'où est venue notamment cette idée de maintenir ce lien? Alors, tout simplement, on a fait il y a pas mal d'études qui sont sorties, notamment sur 2017-2018, au sujet de l'absentéisme au niveau national. Et donc, ces différentes études, alors elles ont été faites, vous le verrez, vous le voyez sur le slide, il y a eu notamment le baromètre de l'absentéisme réalisé par le cabinet Aiming, voilà, qui est vraiment un baromètre que je vous invite à regarder régulièrement. Il y en a un à peu près tous les 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on a aussi des études de Malakoff sur le sujet, où on voit tout simplement que la situation, notamment sur les arrêts longs, c'est-à-dire de plus de 90 jours, ne cesse de croître. Il y a de plus en plus d'arrêts longs, malheureusement, au niveau national. Et puis, on a aussi relevé que très souvent, les salariés, une bonne majorité des salariés, estimaient qu'il n'y avait aucune action mise en place, notamment à leur retour au travail. Et qui l'ont même, pour un salarié sur 8, on voit dans l'étude, mal vécu. Donc, cela nous a vraiment alertés. Tous ces chiffres voilà, et nous ont vraiment alertés sur la nécessité, en fait, pour l'entreprise de mettre en place une démarche. Donc voilà les quelques données. Alors, on a aussi d'autres constats. On voit bien que ce n'est pas simple, et on le comprend tout à fait, de maintenir un lien pendant un arrêt de travail. Souvent, l'employeur ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'il peut contacter ou pas le salarié? Ça reste vraiment toujours un petit peu délicat. On a d'un autre côté les salariés, soit qui vivent très mal le fait de ne pas avoir de nouvelles, ou certains qui ne souhaitent pas être contactés, ce qui est tout à fait légitime. On a aussi les médecins du travail qui sont souvent tardivement au courant qu'il y a un arrêt long. C'est souvent un petit peu voilà, au moment de la reprise, et donc qui n'ont pas été sollicités avant, et qui n'ont pas pu aider finalement à ce que la situation s'améliore. Donc voilà, on a tous ces constats-là qui sont réels. Face à ces constats, donc, il a été décidé de mettre en place un travail collaboratif. Donc, dans le cadre de la politique régionale concertée, on a un groupe de professionnels qui se sont donc réunis pendant 2 années à peu près de travail. Ça s'est fait donc au début sur les départements, sur les 2 Savoies. On a tout ce groupe qui a travaillé. Alors, on avait différents, des institutionnels, bien sûr, et puis également des services de santé au travail. Et puis, il y avait également les syndicats, bien sûr, qui étaient présents autour de la table pour construire, réfléchir à des solutions, à des outils, et donc aboutir à la naissance de ce guide. Donc, il faut savoir, juste pour info, que ce guide donc est sorti en 2020, et que depuis, nous sommes en train de le déployer sur les différents départements de la région, localement, et qu'il y a pas mal d'entreprises, voilà, qui sont en train de tester justement
la démarche qui est proposée dans le guide. Voilà, pour information. Alors, pour vous donner quelques éléments de réponse, hein, voilà, qui sont sortis à travers le guide, tout d'abord, commencer par détecter de manière précoce le problème. Voilà, hein, plus on attend que la personne, si on attend le dernier moment que la personne reprenne son poste, bah, plus on va être un petit peu mis sur le fait accompli. Voilà, donc l'idée, c'est d'anticiper la reprise, en fait. Et bien sûr, le fait de prendre des nouvelles du salarié, de savoir un petit peu, voilà, d'avancer avec lui au fil de l'eau avant sa reprise, va permettre de maintenir le lien, de maintenir également son engagement professionnel, puisqu'en fait, dans les données statistiques, plus une personne est absente longtemps, plus elle se sent éloignée de son entreprise et moins elle arrivera à se projeter sur un retour éventuel. Donc, le fait de maintenir le lien en amont va vraiment permettre en fait de préparer au mieux la reprise, mais également à long terme, limiter le risque de désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est très importante à retenir dans cette action. Voilà, et petite info également, le fait de maintenir le lien va aider à diminuer l'anxiété justement que peut avoir le salarié au bout d'un certain nombre de mois d'arrêt à revenir, à reprendre le travail. Puisqu'on sait que bah, c'est jamais simple de se projeter quand on est absent depuis plusieurs mois. Voilà pour cette info. L'idée du guide aussi, c'est de combattre les idées reçues, hein, voilà, donc ça, c'est tout à fait légitime. Souvent, le réflexe des entreprises, c'est de dire: «Mais je n'ai pas le droit je ne suis pas sûre d'avoir le droit de le contacter pendant son arrêt». Alors, la réponse qui est apportée, c'est que oui, vous pouvez, quand même contacter le salarié. Certes, il est comment dire? Son contrat de travail est suspendu puisqu'il est en arrêt, mais ça n'empêche pas que vous pouvez l'appeler tout de même pour prendre des nouvelles. Ça, c'est vraiment important à retenir. Il n'y a rien qui l'interdit au niveau, légal. Voilà, il n'y a pas de texte, qui dit, «Vous n'avez pas le droit de le contacter». Alors vous pouvez le contacter, cependant il y a, quelques points de vigilance, bien sûr. Donc vous devez respecter bien sûr sa vie privée. Donc quand vous le contactez, bien sûr, ne pas lui faire comment dire? Un interrogatoire, c'est pas le but. Le but, c'est de le contacter, de prendre des nouvelles, discuter un peu avec lui. S'il a envie de voilà, c'est lui qui va s'exprimer librement. Il faut que vous lui montrez que vous êtes là, que vous pensez à lui, et que vous pensez également à son retour, hein. L'idée, c'est vraiment de se projeter. Mais vous ne devez pas, voilà, bien sûr, être trop intrusif. Et si le collaborateur, lors du premier contact, vous exprime le fait de ne pas vouloir être contacté, il faut bien sûr respecter sa volonté. Donc il y a ça et puis également s'il est d'accord pour être contacté, l'idée c'est pas non plus de l'appeler, trop régulièrement, enfin trop il faut que ça reste, tout à fait acceptable. Donc, dans le guide, on vous conseille, bah, bien sûr, de se mettre d'accord avec le salarié pour définir ensemble un rythme et des modalités de contact. Ce qui va permettre, en fait, d'avoir une relation assez fluide. Et donc, dans le guide, vous trouvez, pour vous aider, par exemple, une chronologie de contact. On va vous proposer des étapes, des moments clés pour contacter la personne. Donc voilà au niveau des conseils. Alors on peut aussi, on peut se demander qui va être en charge au sein de l'entreprise finalement de prendre contact et comment? Donc tout ça, toutes ces réponses sont dans le guide également. En fait, à chaque entreprise, son organisation, hein. Il y en a certaines, bah, ça va être un référent RH, qui va le faire. Certaines, ça va être par exemple, le service de santé au travail. Si c'est une entreprise qui est assez de taille importante, plus de 250, ça peut être le référent handicap, puisque maintenant c'est une nouvelle fonction c'est une nouvelle mission, voilà, qui fait partie, enfin qui est attribuée aux entreprises, de plus de 250 salariés. Donc ça peut être cette personne, ça peut être les managers directement, ça dépend vraiment,
en fait, de l'organisation de l'entreprise. Il faut juste faire attention, voilà, peut-être à sensibiliser cette personne, hein, justement sur ce qu'on vient de dire juste avant, et la sensibiliser à la démarche, voilà, qu'elle soit au courant de cette démarche et qu'elle puisse respecter ce qui est prévu au niveau des prises de contact. Alors, en bonne pratique, ce qui est conseillé aussi dans le guide, c'est de tout de suite impliquer les représentants du personnel dans le projet. Donc, moi, aujourd'hui, les entreprises que j'accompagne qui testent cette démarche l'ont tout de suite fait. Dès le début, dès qu'elles ont voulu mettre en place la démarche, elles ont impliqué les représentants par le biais de réunions de présentation, elles leur ont demandé leur avis, et ça a été très bien accueilli parce que c'est quand même une démarche assez positive, bienveillante. Voilà, donc c'est tout de suite les impliquer idéalement. Donc ça, c'est un petit conseil du guide. Et puis également, comment les contacter? Bah, ça, c'est pareil, on définit ensemble les modalités. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est qu'il y ait pas de discrimination. Ça veut dire que votre démarche, elle soit établie pour, tout le monde de la même façon. Il faut vraiment pas qu'il y ait de différence. Il faut que ce soit une démarche fluide, tout le monde sera contacté au même moment. Heu, Après, on peut se mettre enfin, au moins pour le premier contact, mais qu'il y ait des règles quand même précises pour que tout le monde soit mis au même niveau. Voilà, qu'il y ait pas de sensation: «Bah, moi, ils m'ont contacté, ils ont pas contacté ma collègue», voilà. Faut surtout pas, l'idée, c'est d'être homogène. Ensuite, donc dans le guide, vous retrouverez des modèles de courrier, voilà, qui vous donneront des indications sur, comment contacter, quel courrier écrire. Il y a vraiment des modèles. Le groupe de travail a vraiment travaillé sur des outils concrets, que vous pouvez tout de suite appliquer, en fait. C'est un outil, c'est un guide clé en main. Voilà. Alors, côté salarié, souvent, on peut penser qu'il va le vivre mal, hein, le fait de le contacter. Et bah, pas du tout, pas du tout, parce qu'on a pas mal d'enquêtes, qui ont été réalisées, heu, où vraiment il ressort qu'au contraire, ils le vivent enfin, au contraire, ils ont l'impression d'être un petit peu abandonnés pour certains, de ne pas être contactés. C'est dur pour eux. Donc c'est vraiment l'inverse. Vous voyez là, par exemple, celle de Opinionway, on voit qu'il y en a 100 quand même, donc c'est quand même, un chiffre, qui parle, qu'auraient aimé être contactés. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour quelles raisons? Donc on va le voir, aussi, j'ai détaillé, voilà. Pourquoi? Et ben, tout simplement pour se sentir considéré. En fait, le fait d'être éloigné comme ça de l'entreprise, ils sont plus au courant de ce qui s'y passe. Heu, Certains peuvent dire: «Bah, j'ai l'impression d'être qu'un matricule, hein, voilà, on m'oublie». Non, donc justement, ça, c'est vraiment important. Le fait d'être considéré, d'être au courant de ce qui se passe. Donc je sais que j'ai certaines entreprises qui ont décidé de comment dire? Par exemple, leur envoyer tous les mois une sorte de newsletter où ils ont les infos de ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont en arrêt qu'ils ont plus d'infos. On a aussi le lien social. Alors ça, c'est vraiment important surtout, bah, par l'époque, actuelle. Il faut savoir que le lieu de travail, c'est un lien social important. Donc bah, le fait d'avoir des nouvelles de temps en temps, bah, vraiment ça fait du bien. Se sentir attendu et surtout être informé parce que des fois, certains salariés ne savent pas trop, ils sont en arrêt, OK, mais ils savent pas ce qui va se passer derrière et le fait d'avoir un contact, l'entreprise peut leur donner des informations clés sur la suite et comme ça, ils peuvent mieux se projeter. Et ça, c'est les résultats d'une enquête qu'a fait le groupe projet qui a travaillé sur ce guide, notamment avec l'aide de la CARSAT, qui a interrogé justement des salariés qui étaient en arrêt au moment de l'étude en 2018. Donc c'est vraiment concret. Voilà, pour information. Voilà, voilà. Et dans ce guide, vous retrouverez aussi quelques autres outils, notamment un tableau de suivi de prise de contact qui permet vraiment de savoir où on en est dans les prises de contact, justement, pour être sûr d'avoir oublié personne. On a un zoom sur des mesures qui sont mobilisables pendant l'arrêt maladie. Donc ça, je laisserai la parole, justement à la CARSAT qui a prévu, je crois, d'en parler. Il y a différentes mesures qui existent, qu'on peut mobiliser même pendant un arrêt. Donc ça, souvent, les entreprises, ne le savent pas forcément. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider aussi au retour, du salarié.
Et pour finir, il y a une cartographie des acteurs locaux à chaque fois qui peuvent vous aider justement parce que vous n'êtes pas seul. Ça, faut le savoir. Vous n'êtes pas seul face à ce sujet. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont là pour vous aider, notamment le médecin du travail. Ça, c'est vraiment, il a un rôle clé. Mais voilà, il y a d'autres acteurs et on vous a mis dans ce guide, on retrouve tous les acteurs et les coordonnées. Donc ça, c'est vraiment, voilà. L'idée, c'est d'avoir un outil assez opérationnel. Ensuite, vous aurez une présentation d'un autre outil, la prochaine personne qui va prendre la parole, qui est un outil qui est pertinent également, qui est plus numérique, vous verrez, mais voilà. Je la laisserai se présenter après, mais voilà, ça peut être un outil complémentaire. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini pour ma partie. Oui. Merci beaucoup, De Caroline. rien. Il y a quelques questions en fait qui ont été posées pendant votre intervention. Alors, vous y avez répondu Au fil de pour la l'eau. plupart au fil de l'eau, effectivement. Je vous en pose quand même quelques-unes. On a une personne qui nous demande quelques précisions concernant la prise de contact avec le salarié. Quel Oui. doit être en fait l'objet et la forme de cette prise de contact? Avec la forme, notamment, vous y avez répondu en expliquant comment vous pourriez le faire par mail, des coups de téléphone, etc. Est-ce Oui. que vous pouvez préciser Oui. l'objet finalement de cette sollicitation? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui est dit, l'idée, c'est qu'en fait, premièrement, quand vous mettez en place la démarche, vous informez tout le monde que vous mettez en place la démarche. Comme ça, les salariés savent déjà qu'ils vont être amenés à être contactés. Il faut également dire au bout de combien de temps. Donc, la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille, on le font au bout d'un mois. Voilà, après ça reste malléable, hein. Et donc l'objet, l'idée, c'est que du coup, les personnes sont déjà au courant qu'elles vont être contactées. L'objet de l'appel, alors, ça peut être, tout simplement de dire: «Voilà, comme prévu, nous avons une démarche, voilà, nous avons mis en place cette démarche de maintien du lien pendant l'arrêt. C'est pourquoi je t'appelle. Comme ça fait, 1 mois que tu es en arrêt, je t'appelle un petit peu pour prendre des nouvelles, savoir comment tu vas, est-ce que je peux t'aider à quelque chose?» Voilà, je pense qu'il faut rester sur quelque chose de, hem, il faut rester sur quelque chose de, on va dire, Bienveillant. naturel, bienveillant, voilà. Et hem et de voilà, pas être dans une, enfin, on n'a pas besoin d'être trop intrusif comme on disait, voilà. Mais déjà dire prendre des nouvelles, voilà, puis donner des nouvelles de l'entreprise, c'est ce qu'on disait. Voilà, bon, là, tu es pas là depuis 1 mois, il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà. Est-ce que toi, tu as besoin d'aide? Voilà, c'est vraiment ça, quoi, l'idée. Mmh. Mmh. Autre question dans la continuité de celle qui vient de vous être posée. Est-ce que les salariés peuvent refuser cette démarche? Oui, 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 ils peuvent, voilà, bien sûr, on leur laisse, je pense que c'est sur la base du volontariat quand même. Hem, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise, elle propose la démarche et après, si le salarié ne souhaite pas être contacté, il le dit: «Voilà, je ne souhaite pas». Donc il y aura forcément un premier contact. Il dit: «Écoutez, moi, je ne veux pas être contacté». Alors, il y a même des courriers qui sont proposés, hein. Souvent, il y en a qui envoient des courriers la première fois en disant: «Voilà, nous souhaitons, vous contacter», et puis ils mettent même certains disent: «Voilà, si vous ne souhaitez pas être contacté, vous pouvez nous en informer». Et là, le salarié peut dire: «Je ne souhaite pas être contacté», et à ce moment-là, il ne souhaite pas être contacté, on en reste là. Mais on lui dit quand même que si un jour il souhaite être contacté, on est à sa disposition. Voilà, mais ils peuvent refuser, bien Mmh. sûr, hein, bien sûr. Merci beaucoup. De rien. Autre question qui vous est posée, il y en a beaucoup. Faut-il faire une différence par rapport à l'origine de l'arrêt? Un accident de voiture, ce n'est pas pareil effectivement qu'une dépression due au travail. Donc Ah, est-ce qu'on varie finalement les process de sollicitation des salariés ou non? Alors vous y avez un petit peu déjà répondu oui. tout à l'heure. En fait, non, ils ont pas pris, enfin, le groupe de travail n'a pas pris sous cet angle-là parce que, en fait, ils ont plutôt pris l'angle arrêt long. Ils sont plutôt allés sur des arrêts longs. Alors oui, ils sont plutôt partis sur des arrêts de 3 mois. Pour l'arrêt long, en général, c'est 3 mois. Après, ils ont pas pris le détail de la cause de l'arrêt. Après, il faut savoir qu'en général, la première cause, justement, c'est lié justement à un état de santé. C'est ça dans la plupart des cas, et non, ils sont pas rentrés dans ce niveau de détail, et justement, comme c'est une démarche, qui est la même pour tous, l'idée, c'est pas de faire de différence. On appelle lui
parce que c'est à cause d'un accident de travail, mais on n'appelle pas lui parce que c'est une autre cause. Voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de la même pour tout le monde et on ne va pas dans le détail de la cause de l'arrêt. Ils n'ont pas pris ça sous cet angle-là. Voilà. D'accord. Mm. Merci beaucoup. Autre question qui vous est posée. Il est souvent compliqué de joindre les collaborateurs pendant leur arrêt. Ça peut donc souvent être mal pris. Il faudrait passer par la médecine du travail, mais qui est parfois saturée. Quelle est la meilleure option? En fait, là, ce qu'ils préconisent dans le guide, c'est quand même que ce soit l'employeur qui contacte, parce que justement, l'idée, c'est de garder le lien avec son salarié. Donc, ils sont pas partis on n'est pas parti sur l'angle, c'est le médecin du travail qui prend contact. On est vraiment resté focus sur c'est l'employeur, la relation employeur-salarié. Donc, du coup, comment dire Après, il y a c'est un relais vraiment qui ça peut être l'idée. fait. Oui, après, il y a peut-être un relais, en effet. Alors voilà, l'idée, c'est aussi de prévenir le médecin du travail, idéalement. Et lui, il peut peut-être aussi, de son côté, faire quelque chose. Mais vraiment, l'idée, l'esprit, c'est que c'est l'employeur qui garde un lien en premier lieu. Et il peut s'appuyer sur le médecin du travail aussi, mais voilà, c'est ça l'esprit. Petit cas particulier qui est posé. Est-ce que vous incluez également, ou est-ce qu'il faut aussi inclure les arrêts pour maternité? Il nous est dit, souvent, les collaboratrices peuvent se sentir également oubliées. Oui, alors ils ont tout inclus, c'est ce qu'on disait, il y avait pas de ils n'ont pas traité différemment les types d'arrêts. Donc en effet, congé maternité, c'est souvent un petit peu long et des fois, il peut même y avoir des congés parentaux derrière. Du coup, oui, oui, ils ont inclus aussi ce genre d'arrêt, hein, vraiment, pas de différence, quoi. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Et je termine peut-être par une dernière question. Alors, il y en a beaucoup. Je suis désolé pour les personnes que je suis contraint de frustrer. Je n'arrive d'ailleurs plus à la retrouver. Oui. Est-ce qu'il faut mettre en place cette procédure pour tous les arrêts ou uniquement les arrêts longs? Alors voilà, donc à la base, le guide était plutôt basé sur les arrêts longs, c'est-à-dire au bout de 3 mois. Mais ils ont quand même proposé des démarches dès 15 jours d'arrêt. Dans le guide, on peut commencer une démarche, un premier contact dès 15 jours. Après 15 jours, souvent, je sais que sur le terrain, les entreprises nous disaient que ça faisait un peu court. Elles se sont plutôt basées sur 1 mois. Donc, le guide, il est vraiment, c'est des conseils. Donc après, vous pouvez l'adapter selon vous, vos ressentis, ce que vous trouvez pertinent ou pas. Voilà, donc voilà, je vous dis le curseur aujourd'hui, moi, des entreprises que j'accompagne, elles agissent plutôt au bout d'un mois. Mais vous pouvez faire avant, après, enfin voilà, c'est vraiment du moment que vous mettez quelque chose quand même en place, ce sera déjà une bonne chose. Ok. Alors, on insiste pour que je vous pose une Ah, question. bon, voilà. Pourriez-vous également poser la question sur la nécessité ou non de prévenir le médecin du travail lorsqu'il y a un arrêt long? Alors, on a notamment quelqu'un qui nous met à disposition un article du Code du travail que je lis. D'accord, C'est l'article 4624-33, j'imagine, d'accord. du Code du travail. Le médecin du Oui, travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à 30 jours pour cause d'accident du travail, afin de pouvoir d'accord. apprécier notamment l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. Donc là, on est plutôt dans le cas d'un accident du Accident. travail où, même en dessous de 30 jours, il faut donc prévenir le médecin du travail. Oui. Voilà. Et la question qui se pose, c'est pour les autres motifs finalement d'arrêt, est-ce que c'est une bonne pratique finalement de solliciter le médecin du travail pour l'informer de l'existence d'un arrêt long? Caroline, si vous voulez, Vous avez la réponse précise? Ah bah ça me va, parce que j'avoue que moi, c'est je pas. peux J'ai vous pas aider Oui, je veux aussi. bien. Oui, alors il n'y a rien dans les textes qui va imposer l'employeur à orienter et à donner l'information, mais s'il y a un conseil à vous donner en tant que vous, employeur, si vous pouviez donner cette information aux médecins du travail, ça les aiderait beaucoup dans le traitement précoce de la prise en charge des situations. Parce que, on nous le demande souvent, hein, les médecins. Alors, j'ai entendu et j'ai lu qu'il y avait des personnes qui disent, bah oui, mais les médecins sont très pris. Mais tant pis, il ne faut pas partir de ce principe-là. Il faut, si vous pouvez mettre dans vos pratiques, dans vos process maintien, le fait de donner l'information aux médecins
quand vous avez des salariés en arrêt, c'est une bonne pratique de prévention de désinsertion professionnelle. Merci beaucoup, Albine. Effectivement, on a plusieurs personnes qui vont dans le même sens. On a quelqu'un qui nous dit que c'est essentiel de prévenir les médecins du travail le plus tôt possible afin qu'ils puissent engager un certain nombre d'actions. Certains nous disent aussi mes demandes d'intervention du médecin du travail sont toujours fructueuses. Aucune difficulté de mon côté pour joindre le médecin qui s'implique complètement. C'est une aide précieuse pour nous, chefs d'entreprise. Donc, on a quelques éléments, quelques commentaires qui vont effectivement dans ce sens-là de la bonne pratique qui peut fonctionner, et quand elle ne fonctionne pas, au moins en tout cas la demande a été faite. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas Caroline pour votre intervention et pour ces précisions très claires. Je vous propose de continuer notre webinaire. Donc Albine, je continue donc de vous donner la parole donc, pour nous présenter notamment le dispositif Léa. Oui, merci Pierre. Donc Albine Gasquet, je vais vous présenter donc un dispositif qui est en continuité de la présentation de Caroline Guénaud. Elle vous a expliqué qu'il peut y avoir plusieurs façons de garder le lien pendant l'arrêt de travail. Et le groupe GLO, qui a participé au travail sur le 74 il y a déjà quelques années en arrière, dans la réflexion, en interrogeant les salariés dans leur pratique, les employeurs dans leur pratique, on l'a vu aussi avec Caroline, il y a beaucoup de choses différentes. Chacun choisit la manière de garder le lien. Et avec l'évolution du digital, on s'est interrogé sur est-ce qu'il n'y aurait pas un outil complémentaire, alors qui ne remplacera jamais le lien avec le manager, le lien avec l'employeur ou avec le médecin, mais c'est un outil complémentaire parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de salariés qui utilisent leur smartphone dans la relation. Donc, on a choisi de lancer et de proposer, dans le cadre d'un appel à projet innovation de la GFIP, de leur proposer en expérimentation un outil, donc Léa, lien écoute accompagnement. Donc, c'est un dispositif, donc c'est une mise à disposition d'une web application. Donc, ce n'est pas une application que le salarié va télécharger, c'est une application dont il pourra bénéficier quand l'employeur se sera connecté à cette plateforme et aura donné les informations à Léa pour que le salarié soit contacté. Donc, encore une fois, pour mettre en place ce dispositif, c'est comme toute démarche, il y a une information préalable qui est donnée à l'ensemble des salariés, c'est-à-dire que l'entreprise souhaite lancer le dispositif Léa et les salariés sont informés que dès lors qu'ils seront en arrêt longue durée, alors on est parti sur le principe de l'arrêt longue durée pour suivre le guide. Nous avons déjà des entreprises qui vont démarrer l'expérimentation et qui nous ont demandé de contacter les gens plus tôt. Donc, il n'y a aucun souci puisque c'est l'employeur qui va déclencher cela. Donc, Léa, l'employeur va donc se connecter sur la plateforme, donner les coordonnées du salarié à Léa. Donc, Léa est un serveur sécurisé et encore une fois, dans le cadre de la RGPD, ces données-là, le salarié aura été informé au préalable que dans le cadre du dispositif et il donnera son accord. C'est toujours dans le cadre du volontariat. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Donc, cette web app, on peut peut-être y passer. Cette web app va permettre aux salariés d'avoir de l'information sur les acteurs qu'il peut contacter pendant son arrêt de travail. Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent l'aider. Donc, il est en situation de handicap, il a des problématiques, il peut contacter le Cap emploi. Le médecin du travail pendant son arrêt de travail. Donc là, on va lui réexpliquer quel est le rôle du médecin du travail et qu'il peut contacter à tout moment pour une visite de pré-reprise, lorsqu'il a des interrogations sur sa reprise, parce que encore une fois, c'est le salarié qui se connaît le mieux. Et souvent, ils ont des inquiétudes et ils reportent l'arrêt parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre leur poste dans les mêmes conditions qu'ils l'ont quitté. Donc, on leur conseille de se rapprocher du médecin du travail pour les aider à anticiper ce retour. On va aussi donner des informations sur l'assurance maladie, la CARSAT,
Donc ça, c'est important. Léa aussi a une ligne d'accompagnement gratuite. Le salarié peut appeler à tout moment de la journée, donc 5 jours sur 5, et il aura en réception des salariés qui sont experts du maintien dans l'emploi et qui pourront l'aider et l'orienter et répondre à ses questions. Par exemple, une question que les salariés posent souvent, ils reçoivent une invitation, alors ils recevaient, parce qu'aujourd'hui ça ne va plus exister, mais ils recevaient des invitations de la CARSAT, par exemple, en courrier, et la plupart du temps, ils se posent la question de se dire, mais est-ce que je suis obligée d'y aller? Quel est l'intérêt d'aller dans ces réunions? Enfin voilà, il y a plein de questions. Ou alors, j'ai un de mes collègues qui m'a parlé de la visite de pré-reprise, est-ce que c'est important pour moi? Et le plus important pour vous en tant qu'employeur, c'est qu'une fois par mois, Léa va envoyer un questionnaire de 7 questions aux salariés. Donc, vous voyez quelques exemples. Donc, c'est un questionnaire très simple, mais qui va pouvoir vous permettre d'avoir de l'information sur la situation dans laquelle se trouve le salarié. Est-ce que le salarié a été en contact avec des gens de l'entreprise? Est-ce que le salarié se sent isolé? Est-ce que le salarié est en réflexion pour reprendre ou est-ce qu'il est inquiet par rapport à sa reprise? Donc, on a 7 questions et ces questions, ensuite, vous sont renvoyées auprès des employeurs afin que vous puissiez reprendre la main et contacter le salarié. Alors, le salarié, évidemment, hein, il a le droit ou pas de répondre ensuite à la sollicitation que vous lui ferez. Je crois qu'on a une petite coupure du côté d'Albine. Valérie, je ne sais pas si, ou alors c'est moi qui ai un petit souci. Non, c'est pareil pour moi, oui. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, on va laisser Albine se reconnecter tout doucement et puis on reviendra à son retour sur notamment les questions que vous avez posées, parce que j'en ai notamment relevé 2. Est-ce que cette application est payante? Est-ce que ça fonctionne aussi avec la MSA? Sauf si Valérie, vous avez des éléments de réponse à ce sujet. Sinon, on laisse Albine revenir tranquillement. Oui, je préférerais qu'Albine puisse répondre. D'accord, ça marche. Eh bien, écoutez, elle va se reconnecter sans difficulté. On reprend tout à l'heure pour ces 2 questions que l'on n'oublie pas. On continue du coup notre webinaire en laissant la parole à Sophie Lebec et à Justine Baptiste des CARSAT Auvergne et Rhône-Alpes pour nous parler en fait des différents acteurs et des différents dispositifs qui sont mobilisables durant l'arrêt et puis réfléchir effectivement à la manière de bien préparer la reprise en emploi en identifiant les outils et les dispositifs sur lesquels s'appuyer. Voilà, Sophie et Justine, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Sophie Lebec, responsable adjointe du service social sur le département du Rhône. Et donc, on va faire cette animation à 2 voix avec Justine Baptiste, assistante sociale CARSAT Auvergne. Donc, pour commencer, on a choisi de vous présenter la prévention de la désinsertion professionnelle à partir de la pyramide des fragilités. Donc, pyramide qu'on va vous développer tout le long de notre intervention. Alors, cette pyramide, ça va vous permettre de repérer le ou les bons interlocuteurs pendant un arrêt de travail pour un salarié et là où les bonnes mesures adaptées à la situation de votre salarié en arrêt de travail. En espérant que vous aurez retenu notre intervention, que la reprise de travail se prépare pendant un arrêt de travail et en partenariat. Voilà. Déjà, on peut parler peut-être 20 minutes, mais si vous retenez ces 2 principes, ça sera réussi, notre intervention. Donc, on va commencer à dérouler la pyramide. Alors, on commence par un niveau, au niveau de la prévention, c'est-à-dire que la personne n'est pas encore en arrêt de travail, mais on peut prévenir le risque de l'arrêt de travail. Alors, l'acteur repéré, c'est le service des risques professionnels au sein de la CARSAT. Ils peuvent intervenir à travers 3 entrées possibles, soit en fonction du risque, hein, par exemple le risque chimique, tous les troubles musculo-squelettiques ou par exemple les risques de chute. Ça, c'est une entrée possible pour les risques professionnels. Il y a aussi une entrée au niveau du secteur d'activité.
Donc, par exemple, secteur d'activité plus à risque comme les secteurs d'aide à domicile, la logistique. Et enfin, une troisième entrée au niveau de la formation. Donc, formation pour les centres de l'enseignement professionnel et supérieur, mais aussi formation pour les secteurs détectés comme à risque. Donc, bien sûr, un lien peut être fait après cette réunion avec le service des risques professionnels que vous pourrez contacter. Ce n'est pas le domaine principal du service social de la CARSAT. Donc, le premier niveau de la pyramide est déroulé. On peut passer au deuxième niveau. Deuxième niveau, où là, merci, on a des salariés avec des signaux faibles. C'est-à-dire que la personne va être en arrêt de travail, mais de façon très ponctuelle. Des fois avec des maladies évolutives. Donc, pour l'entreprise, ça peut entraîner une désorganisation en fait, du service, ces arrêts courts, mais quand même réguliers. Donc, souvent, on peut répondre à ces situations sur un aménagement assez simple du poste de travail. Ah oui. Un aménagement assez simple du poste de travail qui va pouvoir aussi profiter à d'autres salariés dans le service, notamment, par exemple, sur les troubles musculo-squelettiques. Et là, je vais laisser Justine vous présenter une situation. Bonjour à tous, donc Justine Baptiste, je suis assistante sociale à la CARSAT Auvergne, référente sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc en effet, comme disait ma collègue, je vais vous illustrer un petit peu de façon concrète l'échelon qu'elle vient de vous présenter, notamment sur une personne qui a des arrêts de courte durée mais répétitifs. Donc, j'accompagne un salarié de 40 ans qui est plâtrier peintre dans une petite entreprise. Il est en arrêt pour la 4e fois en un an. Donc, il porte une ceinture lombaire, il a des gros soucis de dos et tout laisse à penser qu'il ne pourra pas tenir longtemps. Donc, on a mobilisé un conseil en évolution professionnelle pour ce monsieur qui lui a permis de commencer à réfléchir à son avenir, à la suite, mobiliser des compétences qu'il avait déjà acquises pour éventuellement travailler un nouveau projet professionnel. Peut également être mobilisée une reprise à temps partiel thérapeutique, ce qui permet une reprise progressive sur le poste de travail. On va continuer avec le nouvel échelon. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Donc là, on est sur une situation de maintien dans l'emploi. Donc, la personne est bien en arrêt de travail. On va réfléchir à un reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Reclassement à un autre poste dans son entreprise où elle pourra se maintenir à son poste de travail. Donc, je laisse Justine présenter une nouvelle situation. Alors pareil, concrètement, nous avons en ce moment une dame que nous accompagnons dans le service qui a 58 ans et qui est aide comptable. Donc, elle est en arrêt de travail depuis un petit moment suite à une lombalgie chronique. Donc, elle a fait une visite de pré-reprise pendant son arrêt de travail. Et l'employeur, sur les recommandations du médecin du travail, a aménagé matériellement et techniquement son poste de travail. Nous avons sollicité la reconnaissance qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, ce qui nous a permis de bénéficier de l'expertise de Cap Emploi pour aménager ce poste grâce à d'un siège ergonomique, un écran d'ordinateur plus grand. Et ce matériel a pu être financé par l'AGFIP. Donc, cette dame a réalisé un essai encadré de 14 jours pendant son arrêt de travail, ce qui lui a permis de tester les aménagements, ce qui constitue un gain de temps ensuite pour la reprise, puisque le poste aménagé a pu être essayé pendant l'arrêt de travail. Donc, ce qui fait que la dame, au moment de la reprise, elle savait à quoi s'en tenir, le médecin du travail également, et puis surtout l'employeur. Voilà pour cette situation. Donc là, on était sur un maintien dans l'emploi. Après, il y a des personnes qui ont toujours des capacités de travail, mais qui ne peuvent plus tenir leur emploi.
Donc là, on travaillera plus sur un maintien en emploi de façon plus générale. Donc ça pourrait être un maintien en emploi dans l'entreprise actuelle ou alors envisager une reconversion professionnelle. Et l'intérêt, c'est de garder un salarié qui a déjà la culture d'entreprise. Et des fois, en changeant de service, ça lui permet d'apporter un regard nouveau quand il arrive dans un nouveau service. Voilà. Justine, donc, pour vous illustrer sur un exemple de maintien dans l'entreprise, on a un salarié de 30 ans, menuisier. Il a subi un accident du travail. Il a perdu 2 doigts à la main droite alors qu'il était droitier. Donc, ça va être impossible de se maintenir dans cette activité. Donc, a été signé pendant l'arrêt de travail de ce monsieur ce qu'on appelle un contrat de rééducation professionnelle en entreprise entre l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie et le salarié. Donc, ce contrat a permis aux salariés pendant 12 mois d'être pris en charge et tutorés sur un nouveau poste de commercial. Donc, pendant ces 12 mois, la caisse primaire a pris en charge la moitié du salaire du salarié. Donc, ce qui a permis à l'employeur de former son salarié sur un nouveau poste à moindre coût. Sophie, je vous laisse reprendre la suite. Donc, on continue sur les situations, le dernier palier, où là, on va plus être sur une situation de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire que la personne est sur une pathologie plus lourde, un arrêt plus long, va être évoquée la situation d'invalidité et un risque d'inaptitude au poste de travail. Excusez-moi, Sophie, nous avons oublié un échelon sur la sortie de l'entreprise. Le maintien en emploi? Oui. Oui, alors le maintien en emploi. Allez-y, Justine. Excusez-moi, je voulais présenter un autre exemple sur la sortie de l'entreprise. Voilà, on était sur le monsieur menuisier qui a pu rester dans l'entreprise grâce à un CRPE. On peut aussi avoir des exemples de sortie de l'entreprise, comme vous le disait ma collègue, un salarié de 30 ans qui était boulanger, qui a développé une allergie à la farine, comme malheureusement ça peut arriver. Il a été reconnu en maladie professionnelle par l'assurance maladie. Et pendant son arrêt de travail, il a effectué un bilan de compétences. Donc, son indemnité journalière arrêt de travail a pu être maintenue grâce à l'accord de la cellule de la prévention de désinsertion professionnelle de la caisse primaire, où siège un médecin conseil, un représentant administratif de la caisse primaire, nous, assistantes sociales, Cap Emploi et aussi la médecine du travail. Donc, tous ces collaborateurs, tous ces partenaires ont accordé à ce monsieur de faire un bilan de compétences pendant son arrêt de travail avec maintien des indemnités pour qu'il travaille un nouveau projet professionnel. Puisque là, pour le coup, le maintien dans l'entreprise n'était pas possible. Donc, il a travaillé un projet dans l'hôtellerie et donc à la fin de son arrêt, il s'est orienté vers ce domaine-là, ce qui lui a permis de gagner du temps. En fait, quand il a été licencié, il avait déjà un projet en tête et la suite a pu s'enchaîner. Voilà, excusez-moi Sophie. Non, c'est bon, Justine. Donc, on est au dernier palier où là, on a une situation au niveau de la maladie, de l'état de santé plus compliqué et il n'y aura pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise ou sur un autre poste. Donc, le service social va plus accompagner sur l'acceptation de la situation et des conséquences de cette situation. Oui, donc en effet, malheureusement, nous avons accompagné une salariée de 52 ans qui était clerc de notaire, qui a été cérébro-lésée suite à un AVC. Donc, nous avons accompagné avec le médecin conseil sur un passage en invalidité catégorie 2. Donc, la médecine du travail a déclaré une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. La personne a été licenciée. Et donc là, nous avons accompagné sur la prise en charge du handicap, sur la suite. Donc, une prestation compensation du handicap auprès de la MDPH, prestation d'appui spécifique de l'AGFIP pour la prise en charge des troubles neurologiques. Voilà, donc nous accompagnons par rapport à aussi
les situations de désinsertion où là, malheureusement, le salarié va sortir de l'entreprise, mais ne sera pas en capacité de retrouver une nouvelle activité professionnelle. Donc, on vous a développé la totalité de la pyramide. Je ne sais pas s'il y a des questions, des précisions que vous souhaiteriez qu'on apporte en fonction des situations. Oui, alors il y a effectivement quelques questions qui vous sont posées. Une personne qui souhaite revenir sur la situation notamment que vous avez évoquée pour le menuisier qui a perdu une partie de l'usage de sa main. Une question, par qui faut-il faire la demande de formation pour cet exemple de menuisier qui a perdu ses 2 doigts? On peut peut-être repartir de cet exemple et puis élargir s'il y a besoin effectivement d'élargir. Alors Justine, oui, votre micro est coupé. Excusez-moi. Pour le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, j'imagine. Alors, que ce soit en Auvergne ou en Rhône-Alpes, hein, si je donne la bonne information sur la Rhône-Alpes, nous avons peu de contrats de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, l'initiative est bien sûr, alors, à la base, on a besoin de l'expertise de la médecine du travail qui va nous dire un petit peu la feuille de route pour la suite, en voyant un salarié en pré-reprise. Hein, en fonction de son état de santé, de l'entreprise, le médecin du travail connaît bien l'entreprise forcément, donc il va pouvoir nous aiguiller un petit peu. En fonction de son avis, en effet, c'est là qu'on va pouvoir mettre en lumière ce qu'on va faire. Donc, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, l'intérêt, c'est que quand l'employeur a la possibilité d'orienter le salarié vers un poste qui va être beaucoup moins difficile pour lui par rapport à ses soucis de santé, qui a un poste, mais il manque juste ce lien et cette formation, ce tutorat. Là, on se dit, bon, pourquoi pas mettre ça en place, qu'il y a un coût réduit pour l'employeur, puisqu'il a à sa charge que la moitié du salaire de l'employé. Et c'est ce qui est un petit peu logique puisqu'on est dans une situation de tutorat. Donc au niveau, puisqu'il faut l'aborder, que c'est important, bien sûr qu'au niveau du rendement, on ne sera pas comme un salarié qui est à temps plein dans des conditions de travail effectives. Donc c'est ça que va prendre en charge la caisse primaire. Donc sur le parcours, on échange de ça entre l'employeur, le salarié, le médecin du travail. Une fois qu'on est tous d'accord là-dessus, on passe la demande à la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle, qui va aussi nous guider sur qu'est-ce qui est opportun, pas opportun, et sur techniquement comment ça va pouvoir se faire. Donc ensuite, ce contrat de rééducation va pouvoir être signé et les axes vont pouvoir être mis en place, mais bien sûr toujours avec l'aval de l'employeur. Et puis on a aussi des points d'étape à chaque moment qui vont pouvoir être faites. Ok, merci beaucoup Justine pour cette réponse. On a également une précision de la part d'Albine qui nous dit effectivement que la mise en place du CRPE peut aussi être mise en place avec l'intervention du Cap Emploi qui maîtrise également cette démarche. Autre question qui porte cette fois-ci sur le processus notamment d'une personne en invalidité 2. Est-ce que cette dernière passe forcément en procédure d'inaptitude au poste et comment faire sans visite de pré-reprise qui peut être à l'initiative du salarié. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse par rapport à ce processus de bascule sur l'invalidité numéro 2. Est-ce que, Sophie, vous voulez répondre ou je réponds? Continuez, Justine, puis je prendrai la suite sur les autres questions. Sur l'invalidité catégorie 2, donc on est sur une décision du médecin conseil de l'assurance maladie. Généralement, quand on arrive à l'invalidité, enfin c'est pas généralement d'ailleurs, c'est tout le temps, on a un état de santé qui est stabilisé. Donc on est à un arrêt de travail qui date un petit peu quand même. Donc dans le meilleur des cas, le médecin du travail a vu, le salarié a vu le médecin du travail pendant l'arrêt en pré-reprise. Donc le médecin du travail est plutôt au fait de la situation de la personne. Quand on a un passage en deuxième catégorie, en invalidité, que ce soit en première ou en deuxième d'ailleurs, on a une stabilisation de l'état de santé, comme je vous le disais, ce qui induit que l'arrêt de travail va s'arrêter. On ne peut pas cumuler un arrêt de travail et une pension d'invalidité. Donc, qui dit fin de l'arrêt de travail, qui dit fin de la suspension du contrat, donc le salarié contacte l'employeur en disant, voilà, je n'ai plus d'arrêt de travail à telle date, j'ai besoin d'une visite de reprise à la médecine du travail.
Et c'est là, en fait, à ce moment-là, alors le médecin du travail aura été vu en pré-reprise, donc généralement, il est au courant. Et c'est là qu'à ce moment-là va se déclencher l'inaptitude. Cette pension d'invalidité, alors j'espère que j'ai bien compris la question, en fait, elle va déclencher une fin d'arrêt de travail puisque l'état de santé est stabilisé. Alors, une fin d'indemnité journalière auprès de la caisse primaire. Après, il peut aussi y avoir des personnes qui ne sont pas forcément inaptes au poste, même en catégorie 2, parce que parfois les choses ont été préparées, on peut partir sur un petit mi-temps. Enfin voilà, on n'a pas qui dit invalidité catégorie 2, ne dit pas forcément fin de l'avenir professionnel. Hein. J'ai pris cet exemple-là parce que voilà, il y avait aussi la prise en charge MDPH et que malheureusement les lésions sont tellement sévères qu'on n'aura pas de poursuite d'une activité. Mais voilà, à savoir que les personnes ne sont pas forcément… Tout à fait, on a quelques commentaires effectivement qui vont dans ce sens et qui confortent ce que vous dites, Justine. L'important, de toute façon, c'est bien toujours d'avoir préparé les choses avec le médecin du travail et l'employeur, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue. Une autre question qui vous est posée, qui donne l'accord pour mettre en place un bilan de compétences pendant l'arrêt de travail? Qui est-ce qui le sollicite et qui donne l'accord? Je vais prendre le relais. Donc, toutes les mesures de remobilisation, en fait, elles sont toujours à l'initiative du salarié. Pendant l'arrêt de travail, il doit demander l'accord pour réaliser une mesure de remobilisation, une formation courte au niveau de l'assurance maladie. Donc, notre médecin conseil va valider comme quoi l'arrêt de travail est bien justifié. Et l'assurance maladie, les services administratifs vont nous confirmer que les indemnités journalières seront bien payées sur la totalité de la prestation. Donc, avec cet accord des deux services, le salarié peut réaliser son bilan de compétences, une mesure de remobilisation. Par exemple, avant, on avait l'APSOC, maintenant, on aura inclus pro-formation de la GFIP, ou même une remise à niveau en français pour accéder à une formation. Voilà. Donc, c'est un peu des parcours sur mesure. On est toujours aussi quand même sur des formations courtes, c'est-à-dire maximum 3 mois, parce que l'arrêt maladie, la priorité quand même, c'est le soin. On se prépare à un parcours pendant l'arrêt de travail, mais ce n'est pas une formation sur du temps plein. Par exemple, un bilan de compétences, on est sur une vingtaine d'heures, 20 à 30 heures sur 3 mois. Voilà. On anticipe un parcours. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Peut-être encore une petite question. Alors, il y en a beaucoup, malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout. Est-ce qu'il y a un lien avec le nouveau dispositif de formation? On parle notamment de l'AFEST, qui, au regard de ce qui est dit, peut être une modalité pédagogique intéressante à utiliser dans le cas que vous avez évoqué. Je ne connais pas le dispositif, je suis désolée. L'AFEST, vous dites, monsieur Jolidan? Oui, c'est les formations en situation de travail, je crois. Écoutez, on pourra peut-être vous apporter une réponse écrite sur cette question par la suite. Allez, peut-être une toute dernière question, peut-être plus générale. Qui peut aider le salarié au montage de son dossier de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé? Justine? Oui, nous, service social, assurance maladie. Alors, il faut savoir que les caisses primaires nous signalent les situations d'arrêt de travail le plus en amont possible. Hein. On est à peu près à 60 jours d'arrêt. Les arrêts de travail nous sont signalés. Hein. Donc, on contacte les personnes. On a aussi une collaboration très proche avec les médecins conseils, mais également aussi la médecine du travail. Hein. Donc, voilà, on essaie d'accompagner le salarié le plus tôt possible pendant son arrêt. Et donc, bien sûr, ces démarches-là, qui sont des démarches à faire en priorité, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, ça va être un outil pour la suite. Donc, bien sûr qu'on peut accompagner à monter le dossier. Souvent aussi, c'est les médecins du travail qui évoquent ça avec ce dossier avec le salarié. Donc, pour nous, c'est aussi aidant quand le médecin du travail l'a vu avant nous. Je pense que la reconnaissance RQTH, ils sont très, très au fait sur ce dispositif et c'est très aidant pour nous aussi. On accompagne aussi là-dessus. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux pour votre intervention respective et puis pour la qualité de vos réponses. Peut-être avant de basculer sur la suite, peut-être redonner la parole à Albine,
parce qu'il y avait donc deux questions qui vous étaient posées concernant le dispositif Léa. La première qui était le coût potentiel de cette application, en tout cas de son utilisation. Et puis la deuxième question qui était sa compatibilité avec l'AMSA. Donc, j'ai fini mon intervention toute seule face à mon écran. Je continue à parler, donc j'en suis désolée. Donc, la question sur le coût, en phase expérimentale, c'est pour ça que nous avons demandé un cofinancement, un appel à projet à GFIP et la Directe, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il est gratuit jusqu'en 2021 et mi-2022. Ensuite, selon les résultats de l'expérimentation et la décision qui sera prise sur le déploiement, il y aura une participation nécessaire de l'employeur, mais qui sera très faible par rapport à ce que l'on peut, parce que Léa existe déjà pour les grands comptes qui le prennent en charge, donc ce n'est pas la même situation. Là, ce Léa bleu foncé, comme je vous l'ai présenté, il est pour les TPE-PME, et donc pour l'instant, qui rentrent dans l'expérimentation. Et on a déjà commencé, grâce au MEDEF, à le présenter aux entreprises. Nous avons une vingtaine d'entreprises qui vont démarrer déjà ce mois-ci l'expérimentation. Donc, vous trouverez ensuite les coordonnées pour ceux qui sont intéressés pour se lancer dans l'aventure de Léa. Vous pourrez nous contacter. Ça marche, merci beaucoup Albine. Et puis, alors on nous demande de manière concrète comment rejoindre l'expérimentation Léa, c'est simplement vous sollicitant? Alors, il y a une adresse mail que vous avez dû mettre, Tout Pierre. à fait, qui est en fin de PowerPoint. Contact, alors d'un seul coup, j'ai un trou de mémoire, contact-léa, contact@léa entreprise. Vous allez le retrouver. Mince. Je vais vous le retrouver tout de suite. Oui. Donc, c'est contact@léa, sans accent, -entreprise au pluriel.fr. On vous le remettra, vous le verrez. Il sera en toute fin de diapositive. Donc, vous pouvez écrire effectivement cette adresse mail pour entrer dans le processus. L'application Léa peut-elle s'ouvrir en dehors de la région Rhône-Alpes? Allez, oui, on va. Comme l'objectif, c'est d'avoir un panel important d'entreprises. Donc, on prendra en charge les entreprises, mais par contre, on a souvent la demande des établissements de moins de 250. Il y a des entreprises qui peuvent avoir des établissements en Saône-et-Loire, alors qu'ils sont dans l'Ain. Je crois qu'on a encore une petite coupure, Albine. Cette connexion Internet nous fait un petit peu défaut. En tout cas, vous avez l'adresse mail qui sera mise à votre disposition dans le support. Et je le rappelle, support qui sera également téléchargeable librement par la suite. On va vous envoyer Ah, d'accord. Vous êtes de retour, Albine. Oui, il y a eu une petite coupure. Oui, donc je disais oui, on acceptera avec plaisir, même si les entreprises ne sont pas en Auvergne-Rhône-Alpes pendant l'expérimentation, pour pouvoir avoir un plus grand panel. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Albine. Merci. Vous retrouverez donc ces éléments dans le support, et notamment donc l'adresse mail dont je vous parlais il y a un instant, qui sera en fin de diaporama, et donc que vous pourrez utiliser pour contacter les interlocuteurs concernés. Je vous propose de poursuivre notre webinaire en laissant la parole à un employeur, parce qu'on voulait aussi vous permettre en fait d'avoir un retour d'expérience de la part d'un employeur qui a engagé un certain nombre d'actions en faveur de l'accompagnement des salariés qui rencontrent des problématiques de santé, et notamment qui sont en arrêt long. C'est Madame Patricia Traversaz de l'hôpital de Fourvière. Je vous laisse la parole. Alors, on a un petit souci de son, par contre, on ne vous entend pas. Malheureusement, toujours pas. C'est les aléas du direct. Effectivement, c'est toujours plus compliqué à distance. Pourtant, tout fonctionnait bien dans les périodes de test. Non, on ne vous entend toujours pas, Patricia. Alors, peut-être le temps de régler les problématiques techniques. On s'excuse pour ces différentes contraintes. Alors, ce qu'on peut essayer de faire éventuellement, Patricia, si vous rencontrez encore des difficultés, c'est peut-être de rejoindre par le biais du téléphone, dans le lien notamment Zoom qui vous a été envoyé, qui était personnalisé. Vous aviez, je crois, un numéro de téléphone pour rejoindre
Oui, parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas pour rejoindre le chat. Peut-être en attendant, du coup, donc effectivement, on vous confirme que cet enregistrement, enfin que ce webinaire, pardon, sera bien enregistré et qu'on le mettra à votre disposition dans les prochaines heures, dans les prochains jours, de même que les supports qui seront également mis à votre disposition. Je pense que Patricia est toujours, en tout cas, on n'entend toujours pas le son. On peut peut-être passer du coup sur les dernières diapositives pour vous montrer les différentes ressources en fait qu'on a décidé de mettre à votre disposition et que vous retrouverez donc dans le support. On vous a mis notamment le lien du guide du maintien dans l'emploi, donc qui vous a été présenté tout à l'heure et qui vous permettra effectivement d'accéder à un certain nombre d'outils, mais aussi à l'ensemble du processus qui a été présenté tout à l'heure par le MEDEF. Vous avez également la possibilité de vous rendre en fait sur le site de la GFIP, au sein duquel vous retrouverez un certain nombre de ressources qui sont mises à votre disposition. Il y a notamment un centre de ressources qui est disponible, que vous pourrez retrouver ici, tout simplement. Ce centre de ressources qui met à votre disposition de nombreux éléments, des outils, des informations qui peuvent vous être utiles pour accompagner vos salariés qui rencontrent des problématiques de santé. Et vous retrouverez également un annuaire des Cap Emploi, parce que c'est aussi des interlocuteurs directs dans le cadre de la gestion de ces diverses situations. On a également souhaité mettre à votre disposition, et vous pourrez aller vous balader sur ces différents sites par la suite, il y a une cartographie du maintien en emploi qui a été élaborée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Une cartographie qui est plutôt intéressante puisque en fonction des étapes dans lesquelles se situent vos salariés, vous pourrez voir quels sont les différents partenaires, les différents dispositifs qui sont mobilisables. Donc, évidemment, cette cartographie est également consultable gratuitement et vous avez donc la possibilité de la rejoindre et puis de faire le lien éventuellement avec des situations que vous rencontrez dans votre entreprise. Avec une petite information concernant cette cartographie, c'est que celle-ci est en cours d'actualisation en ce moment. Donc, les éléments qui sont évidemment à jour, mais il y a quand même une actualisation qui est en cours pour élargir un petit peu les éléments. Vous retrouverez également dans les ressources mises à votre disposition le site de la DRETS, donc anciennement la Directe Auvergne-Rhône-Alpes, avec un onglet notamment qui est dédié au travail et aux relations sociales, dans lequel vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments à votre disposition. Et je continue sur les ressources qui sont mises à votre disposition. Évidemment, les sites de la CARSAT Rhône-Alpes et Auvergne, avec des onglets qui sont consacrés aux risques professionnels et au maintien dans l'emploi, où vous retrouverez aussi énormément d'informations utiles pour accompagner vos salariés. Et également, la CARSAT a formalisé, alors c'est la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, qui a réalisé une petite vidéo de quelques minutes, un peu sous l'angle C'est pas sorcier, donc qui s'appelle la prévention des risques professionnels, c'est pas sorcier, et qui donne effectivement à voir sur les différentes actions qui peuvent être réalisées à destination des salariés qui sont concernés. Et puis simplement deux petites dernières informations à vous donner concernant cette mise à disposition de ressources. Vous avez l'adresse mail de la plateforme Léa dont on parlait tout à l'heure avec Albine Gasquet, qui est ici et qui est directement cliquable si vous souhaitez envoyer un mail. Et enfin, tout récemment, il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle la plateforme nationale Mon Parcours Handicap, qui est une nouvelle plateforme très utile pour accompagner vos salariés, pas forcément que d'ailleurs en situation de handicap, pour avoir un certain nombre d'informations à destination de l'ensemble de vos salariés qui rencontrent des problématiques de santé. Et vous avez également tout récemment un outil supplémentaire qui a été mis à votre disposition, un outil d'autodiagnostic. Donc, si vous souhaitez notamment faire un état des lieux des actions qui sont réalisées par votre entreprise en faveur de la santé au travail et notamment de l'accompagnement des salariés qui rencontrent des problématiques de santé, vous avez un outil d'autodiagnostic qui est réalisé, qui vous donne une matrice d'où vous en êtes, qui vous donne aussi quelques pistes d'action pour vous engager sur ces sujets et qui vous permet aussi de vous mettre en lien avec un conseiller spécialisé, notamment de la GFIP, pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Donc voilà pour une présentation relativement succincte des différentes ressources qu'on a souhaité mettre à votre disposition en fin de support. Je pense… Alors, hop, Madame Traversaz est de retour.
je vous ouvre le micro. Alors, hop, voilà. Allez-y, Madame Traversaz. Alors là, il faut que vous activiez votre micro. Normalement, c'est possible. Et on ne vous entend malheureusement toujours pas. Donc, ça ne fonctionne pas. On s'excuse du coup pour ce petit désagrément. Non, effectivement, le micro ne fonctionne pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, c'est les inconvénients du numérique. On vous prie de nous en excuser. Alors, peut-être vous donner quelques éléments de clôture pour finaliser ce webinaire, et puis on pourra vous refaire un petit partage écrit des différents éléments que souhaitait nous partager Madame Traversaz par la suite. Donc, Valérie, je vous laisse peut-être la main sur la conclusion. Merci bien, Pierre. Alors, vous l'aurez compris, hein, tout au long de ce qui a pu être dit et partagé pendant cette heure et demie, l'intérêt de maintenir le lien entre vous et vos salariés, c'est vraiment d'agir le plus en précocité possible, puisqu'on le sait, c'est vraiment un gage de réussite que de travailler cette question le plus tôt possible, qu'il s'agisse d'un retour de votre salarié au même poste dans votre entreprise, avec ou sans aménagement, qu'il s'agisse d'un reclassement de votre salarié sur un autre poste dans votre entreprise, ou encore de l'accompagner vers un reclassement externe, puisqu'on sait aussi que parfois, malgré toutes les solutions envisagées, on ne pourra pas maintenir. Et ça n'est pas forcément un échec. L'échec, ça serait de ne pas pouvoir accompagner ce salarié en amont, parce que cet accompagnement, par le biais d'un bilan de compétences dont on a parlé, de différents outils, ou même de formation courte, ça va lui permettre de rebondir beaucoup plus rapidement. Pour information, on vous a mis une petite donnée sur les inscriptions à Pôle emploi. Alors, ce sont des données qui datent de 2020, de décembre 2020, et qui concernent Auvergne-Rhône-Alpes. Une personne qui est en situation de handicap va avoir une durée moyenne d'inscription à Pôle emploi de 872 jours contre 613 pour le tout public. Donc, c'est quand même énorme comme différence. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réduire, si cette inscription est indispensable, de la réduire le plus possible en ayant travaillé cette question du reclassement en amont. Donc, si vous ne deviez retenir qu'une ou deux choses de cette heure et demie d'échange, ce seraient vraiment les interlocuteurs principaux à contacter. Donc, voilà, votre service de santé au travail auquel vous adhérez avec le médecin du travail, et puis Cap Emploi qui peut aussi, bien évidemment, et surtout vous accompagner dans le cadre de situations individuelles. Et puis la GFIP, on est là aussi, on n'est pas que financeur, on est là aussi pour vous conseiller et vous accompagner dans ces démarches. Donc, je ne reviens pas sur ce que Pierre a évoqué, sur tous les outils que l'on vous propose ensuite. Le maintien, c'est effectivement une priorité pour bon nombre d'acteurs et d'institutions. Du coup, le pendant de ça, c'est toute cette offre pléthorique qui parfois va rendre le paysage, on ne vous le cache pas, un peu complexe pour vous. Donc, on espère qu'au travers des éléments qu'on vous a apportés, on vous a un petit peu éclairé, et en tous les cas, on vous a communiqué des informations opérationnelles pour que vous puissiez maintenir vos salariés voilà, le plus possible. Du coup, voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions peut-être auxquelles on n'aurait pas répondu puisqu'on a encore un tout petit peu de temps. Oui, on a quelques questions qui sont posées. Deux petits engagements en parallèle de notre part. Le premier, c'est effectivement de vous apporter des éléments de réponse à toutes les questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas pu répondre faute de temps. Donc, on vous fera une petite foire aux questions dans la continuité de ce webinaire. Et puis, on s'engage également, deuxième engagement, à vous mettre à disposition le support et le replay de la rencontre de ce matin très vite, sans doute dès la fin de la semaine ou le tout début de semaine prochaine. Je profite pendant que j'ai la parole pour vous dire qu'on vous demande si vous avez une petite minute, promis ça durera pas plus, c'est de renseigner en fait le questionnaire d'évaluation. On a proposé donc un tout petit questionnaire d'évaluation à chaud, voilà, pour qu'on puisse un petit peu avoir vos retours, savoir ce que vous en avez pensé, quels sont les éléments un petit peu d'amélioration que vous souhaiteriez apporter à ce webinaire. Donc,
je le mets dans le chat. Voilà, je vous le mets à plusieurs reprises parce qu'il y a plusieurs commentaires et donc on vous remercie évidemment pour vos retours. Donc, si vous avez une toute petite minute pour renseigner ce questionnaire d'évaluation, je vous assure que ça nous sera particulièrement utile. Voilà, donc je vous le remets à plusieurs reprises. J'en profite du coup pour rebondir sur une ou deux petites questions pour ceux qui ont encore un tout petit peu de temps. Est-ce que l'employeur peut contacter le service social CARSAT au sujet d'un salarié? Et du coup, si oui, comment? Donc, je ne sais pas, Justine ou Sophie, si vous avez des éléments de réponse à ce sujet. Oui. Ben, vas-y, Justine, alors. Oh, pardon, Sophie, je ne vous voyais pas. Oui, alors il peut y avoir un contact sans souci avec nous, ça arrive d'ailleurs, que les employeurs nous contactent directement. Ils ont aussi un interlocuteur qui est aussi privilégié, c'est le préventeur CARSAT au sein des entreprises. Donc des fois le chemin passe par l'agent de prévention CARSAT que connaît l'entreprise, qui est déjà en action dans l'entreprise. Voilà, c'est les moyens de contact qui peut être fait comme ça. Sophie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, aussi, si vous faites un courrier pour les personnes qui sont en arrêt de travail, vous pouvez tout à fait aussi mettre nos coordonnées pour que la personne prenne aussi l'initiative de nous contacter. On peut être référencé dans les contacts de vos courriers. Après, ça se travaille avec chaque département. Il ne faut pas hésiter en tant qu'employeur à prendre contact avec nous pour qu'on travaille ensemble ce courrier. On l'a fait dans le Rhône avec des grosses entreprises et c'est un retour intéressant. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Autre question qui vous est posée. Bonjour, avant le retour du salarié, faut-il lui proposer un rendez-vous, par exemple quelques jours avant en entreprise, pour lui permettre d'appréhender son retour? Donc, ça peut être vous, Sophie, Caroline, en lien avec le guide. La question est posée à tout le monde. Oui. Alors, dans le guide, on y répond, donc je me permets d'intervenir. Après, si vous avez des compléments, pas de souci. En fait, il y a toute une chronologie de contact qui est proposée et c'est vrai qu'il est préconisé justement de proposer le mois qui précède la reprise. Donc, quand vous avez l'information, bien sûr, que la reprise va se faire, c'est de en fait, lui proposer justement un entretien pour qu'il puisse mettre au clair un petit peu, expliquer comment ça va se passer le jour J, comment ça va se passer la réintégration. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé dans le guide, c'est de lui proposer cette étape-là un petit peu avant qu'il reprenne pour qu'il soit serein le jour de sa reprise. Tout à fait. Pour compléter ce que dit Caroline, il y a un outil qui est très intéressant pour aborder cette question de la reprise, c'est l'essai encadré, donc qui est de 14 jours maximum, qui peut être proposé aux salariés pour tester la reprise, pour le rassurer un petit peu quand il peut se poser des questions. Voilà. Merci beaucoup à vous deux pour vos éléments de réponse. Alors, vous êtes très nombreux à répondre au questionnaire d'évaluation. Je suis un petit peu en live. Vous êtes déjà une centaine, donc un grand merci vraiment. Ça nous est particulièrement utile. Je vous propose de prendre une toute petite dernière question et promis, on fera une foire aux questions pour les questions qu'on n'aura pas pu aborder. Il y a eu des questions notamment sur l'essai encadré. Donc, si on peut peut-être apporter quelques éléments de réponse sur le cadre. On nous a dit notamment, alors attendez, je suis en train de reprendre, combien de temps dure l'essai encadré? Est-ce que le renouvellement est possible? Voilà, si on peut peut-être redonner quelques petits éléments d'information par rapport à ce dispositif. Oui, alors l'essai encadré, il y a une évolution depuis le mois de juin 2020. Il était avant 3 jours, il est passé à 14 jours, renouvelable une fois, en sachant que ces 14 jours, ils ne sont pas forcément à réaliser de suite. On peut interroger nous, le médecin conseil pour lui demander sur un mois et la personne viendra sur 14 jours faire cette période. Ça peut être des demi-journées, des journées entières. Il y a énormément de souplesse sur le calendrier pour revenir en entreprise. Et là, bien sûr, le service social est en appui dans toutes ces démarches. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on construise avec vous l'essai encadré. Le médecin du travail est aussi, bien sûr, à solliciter. Le Cap emploi peut être mis dans la boucle aussi, pour un aménagement de poste à préparer. Voilà. Après, j'avais vu une question, s'il se passe au niveau d'un accident de travail pendant cet essai encadré,
Donc, l'employeur ne sera pas impacté dans ses cotisations. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Il est temps de clôturer ce webinaire. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Vraiment, c'est important pour nous, effectivement, de voir que vous êtes nombreux à répondre à cette organisation et à cette proposition de webinaire. Vous savez qu'il y en aura 4, parce que, comme l'a dit Valérie en introduction, on est sur un cycle de 4 webinaires qui vont aborder différents aspects, finalement, de l'accompagnement des salariés qui rencontrent des problématiques de santé. Donc, le prochain aura lieu à la fin du mois de juin et puis 2 autres auront lieu au cours du 2e semestre. Oui, Valérie? Oui, on essaiera de donner à voir rapidement les dates, puisqu'il y a une question effectivement dans le chat et effectivement, pour que vous puissiez vous organiser, on va essayer de fixer les dates très rapidement. Oui, alors de mémoire, celles-ci en fait sont déjà fixées, donc si vous voulez, je peux vous les donner maintenant. Ah ben, si vous les avez, c'est parfait. Il faut juste que je les retrouve. C'est ça la petite difficulté. En tout cas, dans le questionnaire d'inscription, alors je ne pourrais pas les redonner tout de suite, en fait, il faut que je retrouve le lien initial. Mais en fait, dans le questionnaire d'inscription, on vous a demandé notamment de vous inscrire au webinaire de votre choix. Et en fait, les 4 webinaires avaient déjà une date et on sera toujours sur la même heure, 11h, 12h30. Et là, en l'occurrence, je vais avoir du mal. Le 24 juin, je crois, le prochain. 24 juin le prochain. 20 septembre, on nous dit 24 juin, donc 11h, midi et demi. 20 septembre, 11h, midi et demi. Et 25 novembre, 11h, midi et demi. Merci pour ceux qui sont retournés dans le mail d'inscription. Vraiment un grand merci à vous. Donc, merci pour votre participation. Merci pour votre présence ce matin et vos questions. Merci aussi à tous les intervenants qui ont proposé des contenus à ce webinaire, puisque ça a été, vous l'imaginez, beaucoup de travail en amont. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont préparé des éléments et qui ont joué le jeu pour vous proposer des éléments les plus intéressants possibles. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très vite et notamment au mois de juin. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.